démarré. Ça a démarré? Oui. Okay. Alors, le propos que je vais vous proposer maintenant concerne un aperçu de ce qu'on peut traiter en thérapie et ce qu'on entend par thérapie avec l'anthropologie qu'il y a derrière pour vous aider à choisir ce qui vous irait bien. Je ne vous donne pas de liste de thérapeutes à la sortie, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est que vous puissiez voir quelles sont les différentes démarches et que vous puissiez finalement comprendre ce qui vous touche, ce qui vous conviendrait comme approche. Je vous recommande le bouquin qui s'appelle Dictionnaire des psychothérapies d'Edmond Marc. Edmond Marc, ouais. C'est comme ça, il s'appelle dictionnaire, je pense pas que c'est dictionnaire, c'est pas dictionnaire. Encyclopédie. Non. C'est qui? C'est qui? Edmond Marc. C'est le progrès en psychothérapie ou un truc comme ça? Non, c'est un inventaire de... Alors je ne sais pas s'il est encore édité, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on prend toutes les démarches, on a finalement l'explication des idées qu'il y a derrière, des concepts qu'il y a derrière, des protocoles qui sont appliqués, des identités cibles qu'on veut avoir, etc. Alors, si vous voulez, qui dit thérapie dit qu'on a une idée sur ce que c'est que la santé, sur ce que c'est que la maladie, sur le fait qu'on soit dans une démarche qui vise une amélioration de quelque chose qui représente un problème pour la Les fondements de... Ah non, c'est pas une... Non, c'est pas les fondements. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai. En tout cas, il est dans votre bibliographie, hein, Edmond Marc. Voilà. Et du coup, le premier point que j'aimerais soulever ici, c'est quelle est la représentation qu'on se fait d'un homme, c'est-à-dire quelle est l'anthropologie humaniste ou la vision d'un homme dans la psychologie humaniste. Parce que selon que vous avez telle ou telle représentation de l'homme, on l'a vu tout à l'heure par exemple pour la dimension spirituelle, et ben nous allons mettre en place des protocoles qui visent à amener la personne vers cette identité cible, qui tient compte de qui on est. Et donc, la psychologie humaniste représente la personne avec des blessures et avec des systèmes de défense pour se protéger des agressions et pour ne pas revivre les blessures qui ont été structurantes à un moment donné. Donc, toujours trois grandes couches, le prince, le crapaud, le masque. Et donc le masque, jusqu'à maintenant, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est comportemental, qui cache finalement la blessure. Alors, ce que dit la psychologie humaniste dans la perspective de la thérapie, c'est que c'est une couche de défense extérieure sociale. C'est pour ça qu'en analyse transactionnelle, les masques, on les appelle les identités scénariques sociales. D'accord ? Et je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. Vous connaissez tous La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc le curé il est là. Jésus revient parmi les tiens. Moi j'ai fait plus de 20 ans d'animation liturgique. Et donc à la messe, j'étais Jésus revient. Alors c'était pas cette chanson-là, mais j'ai fait ça pendant des années et des années et des années, parce que mon père était animé à la chorale, etc. Et donc, quand moi je suis rentré dans la communauté religieuse dans laquelle j'étais, on m'a enlevé ma guitare. On m'a dit, t'as plus rien. Ben, j'ai plus mon identité sociale, si vous voulez. Et ça pouvait être un masque. Et donc, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous tournez un peu en rond, là, on vous a enlevé votre jouet et vous vous sentez tout nu. Donc, c'est des systèmes de défense, de protection. On en est bourré de masques. Et de toute façon, heureusement qu'on en a, parce qu'on ne pourrait pas faire les masques devant tout le monde, il faudrait des conditions, ce serait très agressant si on ne pouvait pas avoir de masque. Donc on les retrouve au niveau des comportements observables, directement, où vont s'exprimer ces défenses superficielles à 4 niveaux. Le comportement, la physiologie, l'émotionnel et cognitif. Le comportemental, c'est je me comporte comme ça, quand j'arrive dans un groupe, et ben je me mets dans un coin, et c'est comme ça que je fais. Donc c'est un système de défense comportementale. Émotionnel, c'est j'arrive dans un groupe, je ressens toujours la même chose. J'ai peur, je suis pris de surprise. Donc ça c'est émotionnel. Physiologique, justement c'est sur froid, le fait que tout d'un coup on a froid ou je sais pas quoi. Tout ça c'est lié
lié au corps. Et puis cognitif, c'est dans telle circonstance, électroencéphalogramme plat, je perds mes moyens. Vous voyez. Donc en fait, socialement, ces masques essayent de nous protéger avec plus ou moins de réussite. Plus profondément, on a effectivement le crapaud, qui est la partie véritablement blessée, et qui là sont des défenses beaucoup plus profondes, dans lesquelles on va retrouver des émotions beaucoup plus archaïques, comme la rage meurtrière, et ces choses-là. Et ce sont des parties blessées. Et nos réactions émotionnelles sont le fruit de la profondeur de la blessure. Et ça, en analyse transactionnelle, on appelle ça l'identité scénarique profonde. Non, pas, oui, le crapaud. Pas l'identité scénarique sociale, mais l'identité scénarique profonde. L'idée de la thérapie, c'est d'aller chercher toute l'énergie du prince, qui est au centre de notre énergie positive, et de la faire remonter pour qu'elle cautérise et qu'elle soigne la blessure, jusqu'à ce que ça dissolve, si vous voulez, toute l'énergie coincée et que l'énergie puisse rayonner. Nous avons tous un quantum énergétique de 100%. Où est-ce que vous allez mettre le plus clair de votre énergie? Il y a toujours une énergie qui est un peu coincée dans nos blessures, il y a toujours une énergie qui est un peu coincée dans nos masses sociaux. Mais l'essentiel de votre énergie peut être dans le prince. Tati Daniel, elle décide de placer son énergie dans le crapaud, d'avoir des comportements insupportables. C'est un choix. Nous pouvons choisir d'être dans nos masques, soit profondes, ce qu'on appelle aussi des masques de deuxième ordre, ça c'est des masques de premier ordre. Hein. On peut être dans des masques de premier ordre et des masques de deuxième ordre, ou vraiment en alliance avec nous-mêmes, la meilleure partie de nous-mêmes. La thérapie vise fondamentalement à nous permettre de revenir à cette énergie pour qu'effectivement elle irrigue et elle nettoie. Simplement, c'est un peu bloqué, quoi. C'est un peu bloqué. Hein. Alors l'observation clinique faite par les transactionnalistes montre que l'énergie du prince est supérieure à l'énergie cumulée du masque et du crapaud. Bonne nouvelle, non? Et donc ça veut dire que ça va aller mieux, potentiellement. Sauf que quand on est trop blessé, ben, ça fait trop mal, c'est trop dangereux et on reste dans le masque. D'accord? Alors, en fait, je vais vous présenter une petite histoire de comment ça se construit un trauma complexe, dont avait parlé tout à l'heure Isabelle. En fait, c'est la succession de trucs qui fait, bon, ben, j'ai une blessure comme ça, donc je vais me comporter comme ça pour me défendre, puis boum, ça va enchaîner une blessure comme ça, alors je vais me comporter comme ça, et puis au bout d'un moment, vous finissez par être tellement barricadé de scotch, de protection, de trucs comme ça, que vous ne pouvez plus bouger, et là vous vous dites, il faut que j'aille voir le psy, parce que je comprends pas ce qui s'est passé. Et c'est plus possible. Alors regardez ce qui se passe, je vais vous raconter quelque chose qui est absolument vrai, c'est un cas extrêmement classique. On va finalement chercher à identifier la succession de blessures et la succession de comportements défensifs. Ça va ça? Alors on a un bonhomme qui creuse, et il creuse sans peine. Hein. Et alors quand il arrive au monde, oui, ça serait bien que ça soit dérangé. Oui, pardon. Quand il arrive au monde, enfin, il a une blessure initiale, et la blessure va générer un manque. Quelle est la blessure initiale? Ici, il se trouve qu'il est étranglé par le cordon ombilical. Ça arrive. Et donc, ça fait un peu ça, quoi. Et donc, il y a un manque, c'est un manque de sécurité et un manque d'air. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va développer en face de ça? Et c'est totalement inconscient, c'est un phénomène de défense. Et le phénomène de défense s'appelle donc un mécanisme. Et le mécanisme, c'est qu'on va s'isoler pour se protéger dans une dynamique de survie. C'est, je n'ai pas éprouvé la sécurité parce que j'ai été étranglé. Donc je vais me protéger parce que dès que je sors, eh bien finalement, je ne peux pas éprouver la sécurité. Vous ne trouverez pas les slides parce que je ne l'ai pas mis. C'était ça la question, voilà. Hein, je ne l'ai pas mis, mais parce que je n'avais pas prévu de vous le faire. Comme il y a une demande, je vous enverrai les slides. Et tu les envoies. Merci. Je vous demande toujours de ne pas les diffuser parce que c'est du boulot. Donc, mécanisme de défense, isolement pour se protéger dans une dynamique de survie. Mais si vous faites ça,
Symptôme numéro 2, hein, vous avez un symptôme numéro 1 qui est lié à la blessure initiale, pas vous prenez, vous mettez un mécanisme de défense, mais le mécanisme de défense lui-même va générer un nouveau symptôme. Distanciation par rapport à la mère, identifiée comme la source du danger. Si vous voulez, le prince blessé qu'on a vu lors du premier module, il n'a pas tous les éléments pour comprendre ce qui lui arrive. Et donc, quand il commence à comprendre quelque chose, il le prend comme argent comptant. Et il dit, la personne qui n'a pas été finalement suffisamment sécurisante pour moi, c'est maman. Et du coup, eh ben, on va dire, oula, c'est très dangereux ça. Et du coup, manque numéro 2, inaccessibilité d'une source de satisfaction de ses besoins de base. Manque dans la dimension qu'on appelle la dimension d'oralité, au sens bioénergétique du terme. Les personnes orales, c'est les personnes qui ont manqué de sécurité, et ça fait des gens qui sont un peu larmoyants comme ça. Les yeux sont un peu pleureurs, ils portent toute la misère du monde, et ils sont particulièrement affectés par la souffrance des autres. Parce qu'ils s'identifient à la souffrance des autres, c'est vraiment terrible. Donc, inaccessibilité d'une source de satisfaction de ses besoins de base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bingo, on va se défendre. Système, mécanisme de défense numéro 2, on dénie ses besoins. On ne va rien demander aux autres. Non, mais moi, j'ai pas de besoin. Puisque j'éprouve un manque et que je ne peux pas nourrir ce manque, qu'est-ce que je vais faire? Pas de manque, moi, pas de besoin. Pas de chocolat. Mais moi, pas besoin de chocolat. Ça, c'est terrible parce que finalement, en niant ses besoins, on va, dans la relation, cesser de demander de l'aide à qui que ce soit. Puisque de toute façon, demander de l'aide, c'est se faire étrangler. Bonjour, hein. Vous voyez les associations. Et ces associations-là, elles ne sont pas rationnelles, elles sont totalement irrationnelles, et elles sont enquistées de façon très verbale dans notre corps. Donc si on fait un travail verbal, vous savez quoi? C'est comme d'essayer d'enfiler un fil dans le chat d'une aiguille avec des gants de boxe. Hein. Ça ne va pas complètement le faire. Ça va le faire un peu, mais il y a des trucs qui sont tellement très verbaux, vous ne pouvez pas aller les chercher par le verbe. Il va falloir aller chercher par d'autres mécanismes que nous allons voir. Non, je ne vous dis pas, oh là là, on est dans la merde, on ne peut pas s'en sortir. Non, c'est juste d'autres mécanismes que juste la parole. Hein. On continue. Donc, symptôme numéro 3, perte de contact avec la réalité, notamment dans la relation avec les autres identifiés comme dangereux. C'est-à-dire qu'on va généraliser le manque de sécurité au fait, on va l'associer le manque de sécurité au fait que les gens sont dangereux et on va généraliser ça à tout le monde. Ben, quand vous pensez que tout le monde est dangereux, vous faites quoi? Ben, vous vous isolez encore plus, quoi. Parce que c'est trop dangereux. Et donc, pas de relation nourrissante. Ben, évidemment, vous n'y allez plus. Et là, on vous dit, je ne sais pas, moi, d'aller prendre des cours de salsa, ou... Mais ça va pas, non? C'est impossible. Tu me demandes quelque chose qui est... être en contact comme ça, dans une telle proximité, promiscuité, devrais-je dire. C'est pas possible. Et donc, mécanisme 3 de défense, coupure de ses sensations et émotions pour ne pas souffrir du manque. Et donc, moi, il n'y en a rien à ressentir. Avant, j'avais pas de besoin, j'avais des besoins, mais je finis par plus en avoir. Et ben, j'ai quand même faim, etc. Et donc, je me bétonne. Moi, je sens plus rien. Vous voyez, c'est terrible d'être dans cette situation-là. Parce qu'on finit par ne plus rien sentir. Alors, quand on ne sent rien ici, où est-ce que l'énergie, elle va? Et donc, ça fait des mecs qui sont super schizoïdes, hein, on appelle. Ils ont des idées géniales, sont des génies, c'est-à-dire c'est des grands inventeurs. Donc on est en perte de contact avec soi, puisqu'on ne sent plus rien, et on ne sait pas donner de signification à ce qu'on vit, donc on se rigidifie. Donc ça fait des gens qui sont une tasse de TQC. Comment? Oui, enfin moi j'essaye d'être un peu plus... parce que c'est filmé. Donc tu peux nous dire... Non, en déclinaison, on peut dire on balade dans le cul, quoi. Ah oui. Ah, mais c'était pas très joli. Et donc, comme on n'est plus en contact avec soi-même, quand vous marchez et que vous voyez effectivement quelque chose de dangereux, vous réagissez comme ça. La personne, elle n'est plus en contact avec ce qu'elle ressent, donc plus rien n'est dangereux, parce que tout est dangereux. Parce que c'est insupportable de voir tout le monde comme dangereux. Donc on se plaint. Donc plus personne n'est dangereux. On se rigidifie, on ne sait plus se diriger dans la vie. Et donc on monte dans la tête. On ne sait plus se repérer dans la vie, on ne sait plus se repérer dans la relation.
ne sait plus se repérer dans ses désirs et dans ses besoins. On ne sait plus. On devient complètement rigide, complètement dur, complètement dans ces statues de sel ou ces statues de pierre. Voilà. Bon. Et alors, excuse-moi, tu mets tout dans le cérébral alors? Oui, tu montes. Voilà. Mécanicien, développement d'un intellect très aiguisé pour comprendre et contrôler. Et donc, on va voir que tout ça, ça se passe très très vite dans la vie. Et ça se passe par rapport à des terreurs ou à des angoisses qui sont créées au moment de la naissance. Et donc les gens qui ont très peur, moi je fais partie des gens qui ont très peur, donc il faut absolument qu'ils comprennent. Quand j'ai fait du travail thérapeutique très régressif, mon thérapeute m'a dit, Jérôme, tu es né des yeux ouverts, mais grands ouverts, pour voir ce qui se passait, parce que c'était terrorisant. Et donc c'est, ah, mon Dieu, je ne veux pas voir. Et on met les mains comme ça, et surtout on veut voir, et on est terrorisé, donc il faut comprendre pour contrôler. Et dès qu'on ne contrôle pas, on repousse, parce que attention, c'est dangereux. Ça fait des grands théoriciens. Ça fait peut-être parfois des grands professeurs. Donc voilà, vous avez et puis ça continue. Et qu'est-ce qui se passe? Le symptôme apparent, c'est l'agressivité vis-à-vis des autres, qui ne donne jamais ce dont j'ai besoin. Oh, je suis toujours coincé, j'ai jamais ce que je veux, personne ne me l'a donné. Difficultés relationnelles qui deviennent invivables. Et là, l'autre, il y en a marre, c'est tous des salauds, je peux rien faire. Et qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, on va consulter le thérapeute pour des problèmes relationnels. Et là, oui, on est beaucoup à avoir manifesté. Alors, je vous ai pris cet exemple-là parce qu'il est globalement, il couvre à peu près tout le monde, même si c'est un peu spécifique ici. Après, nous, on va en fait développer, on va se rendre compte qu'il y a 5 blessures principales et que notre corps et notre psyché se développent en fonction de ces blessures principales. Et que le lieu de la blessure devient le lieu de la grâce. Là où la disgrâce abonde, la grâce surabonde. Dit le texte. Et donc, c'est intéressant parce que vous avez une histoire, et cette histoire, bien sûr, éventuellement, elle a pu faire mal, mais c'est aussi le lieu de vos grâces toutes particulières. Et ben, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais de temps en temps, c'est purée, ça pourrait être facile que ce serait pas mieux, quoi. Facile, ce serait mieux, et il y a des fois où c'est très facile, parce que vous comprenez, la simple conscience, la simple compréhension fait que vous vous sentez mieux, mais parfois ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est enquisté dans le corps. Et donc il va falloir faire un travail corporel, et puis aussi parfois c'est enquisté dans vos émotions, et il va falloir faire un travail émotionnel. Mais dans un premier temps, il est important de faire un travail cognitif, verbal, de conscientisation. Moi j'ai fait pas mal de verbal lacanien d'abord, ensuite avec un psy qu'on trouve, j'allais dire, dans tous les coins de rue normaux, c'est un psychologue, un psychiatre, je veux dire, remboursé par la sécurité sociale. Donc une fois que j'ai eu bien parlé, après j'ai été faire du travail émotionnel, puis ensuite j'ai été faire du travail énergétique, ensuite j'ai été faire du travail onirique, c'est-à-dire je vais travailler différentes parties, parce qu'on est quand même sacrément complexe. Et du coup, vous allez décider à un moment donné de travailler une dimension. Le gros fantasme que j'avais avant, moi, c'est ça y est, je prends un psy, ça va aller tout mieux. Non, déjà, on devient plus conscient. Mais comme dit la systémique, la conscience crée le problème. C'est ça qui est embêtant. C'est qu'on vous êtes conscient, mais que simultanément, quand vous êtes d'autant plus conscient, c'est que vous tombez dans le nid de poule que vous avez dénoncé. Et il y en a qui disent, mais pourquoi tu poses tant de questions? Ça, c'est typiquement les gens qui ont des voitures à jantes larges. Et eux, ils ne tombent même pas dans les nids de poule. Ils ne sont pas conscients. Et là, on se dit, moi j'aimerais bien être comme lui. Mais... Alors on essaye, on essaye d'augmenter les jantes. Et ça ne marche pas. On tombe toujours dedans. Ben oui, il y en a qui tombent et puis il y en a qui ne sont pas conscients et ils vont très bien. Bon, on ne va pas leur dire que tu es un malade qui t'ignore. Ça ne le fait pas, ça. On ne peut pas dire ça. Mais quelque part, c'est la grâce de chacun, j'en sais rien. Heureux les imbéciles. Comment? Heureux les imbéciles. Mais, alors, heureux les imbéciles, je dis surtout heureux ceux qui savent, par amour de la vie, dépasser les blessures de l'amour. Parce que je me souviens de mes homologues à qui je posais la question au début de ce métier, donc il y a 18 ans, je disais, mais est-ce qu'on est tous obligés de faire une thérapie? Et il m'a dit, non, ceux qui aiment suffisamment n'ont pas du tout besoin de thérapie. J'aime mal alors. Et donc je vais aller.
Et puis je suis allé voir le psy, je lui ai dit, est-ce que c'est obligé de faire une thérapie? Et il m'a dit, il y a deux cas. Le premier, c'est parce que vous avez envie. Le deuxième, parce que ça fait trop mal. La plupart du temps, c'est parce que ça fait trop mal. Voilà. Donc, voilà. Et là, en plus de ça, on vous le demande. C'est pas parce que ça fait mal, c'est pour juste que vous deveniez conscient et que vous puissiez travailler. Il n'y a pas de regard maladif ou maladisant vis-à-vis de qui que ce soit. Alors, on va regarder maintenant les polarités du travail thérapeutique dans l'approche de la psychologie humaniste qui est la nôtre. Donc, vous voyez bien qu'il y a les masques, le crapaud, aisé, hein, alors qu'avant, il a quand même gardé une petite couronne, hein, mais voilà, le prince, il est quand même un peu loin. Alors, il y a plusieurs approches. La première, c'est l'approche dite comportementale et relationnelle. Alors, les cadres de référence, c'est l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, le behaviorisme, l'intervention systémique, bref, où on va finalement beaucoup regarder votre comportement, hein, pour que vous le compreniez. Bah tiens, dans cette situation-là, je me comporte comme ça. Et vous allez développer une compétence ou une connaissance des outils pour décrire ce réel que vous vivez. Et à un moment donné, plutôt que de tourner à droite, vous allez tourner à gauche parce que vous savez ce que c'est que tourner à gauche, alors qu'avant, vous ne saviez pas. Pour faire simple. C'est très souvent par là qu'on commence, c'est-à-dire par un dialogue pour se comprendre. Vous voyez, hein, les deux séances de coaching qu'on a eues, le dialogue fait émerger de la conscience. Et qu'est-ce qu'on met? On met des concepts sur ce qui arrive, parce que les concepts donnent un cheminement pour ne plus subir une situation qui soit douloureuse. C'est tout. Et donc le fait de comprendre et de mettre des concepts, on dit, bah chouette, la sortie c'est par là. Et donc on peut y aller, dans le meilleur des cas. Et parfois, on n'y arrive pas. Deuxième approche, approche émotionnelle. C'est-à-dire, j'ai finalement une surcharge émotionnelle, j'arrive pas à relier toutes les émotions, à leur donner du sens, etc. Donc par exemple, la principale pour travailler, c'est la Gestalt. Vous avez toute l'approche de la bioénergie, du PAC, de l'EFT. Là, par exemple, l'EFT, c'est on va dans une logique de réassociation à l'événement traumatique, vous ramenez à cet événement pour augmenter l'émotion ici et maintenant, et tac, la traiter par un processus de tapping sur les méridiens. Moyennant, si vous voulez, une conscience des images que vous associez, des discours négatifs que vous vous dites, de ce que vous sentez, de ce que vous ressentez. Et donc on va bien chercher à représenter l'imagerie mentale que vous avez, la cognition négative, c'est ce que vous vous dites de mal sur vous, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous goûtez, et paf, par le tapping, on va reliquéfier les émotions qui sont en fait comme enquistées dans votre corps et qui n'arrivent pas qui créent des blocages énergétiques, parce que une souffrance en énergétique, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Donc quand par exemple vous faites une entorse, là vous cassez entre guillemets quelque chose qui fait que l'énergie passe pas, ça fait un hématome. Si vous mettez des aiguilles et puis des aimants en fait sur la cheville, en 2 heures, c'est complètement résorbé. Moi j'ai vu ça par exemple chez Isabelle, moi j'ai été carrément bluffé. C'est la même chose quand vous vous brûlez, on met des piqûres, on met des aiguilles et puis ça calme énormément. On fêtait quelque chose chez elle et elle me parlait, elle me dit tiens, ouvre la bouteille de champagne. Donc je lui parlais comme ça, et puis j'ai pas vu que le bouchon dans l'œil, je peux vous assurer que là, c'est horrible, c'est horrible. Bon, et je dînais avec elle et une de ses collègues qui est acupunctrice aussi, toutes les deux. Alors on lui met où la piqûre, enfin l'aiguille. C'est comme ça. Ça va mieux? Ouais, vachement mieux. C'est vrai que ça m'a duré une semaine, et puis j'avais potentiellement un cocard. En fait, il n'y a pas eu de cocard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'hématome, parce qu'on recrée un mouvement, si vous voulez. La souffrance, c'est une absence de mouvement. Et c'est pour ça que Isabelle dit à temps et à contre-temps, il n'est pas normal que vous souffriez. Si vous souffrez, c'est qu'il y a une absence de mouvement. Si vous mettez des aiguilles, vous recréez du mouvement. C'est-à-dire vous recréez, vous enlevez le blocage énergétique. Voilà, et hop. Et c'est vrai que moi je passe régulièrement entre ses mains pour réénergétiser. Donc voilà, alors elle utilise aussi beaucoup le FT. Comment? C'est lui, hein. Il y a une réaction
Ouais, mais t'as répondu aussi. Entre ses aiguilles. Alors, qu'est-ce que c'est que le pack? Le pack, en fait, c'est une technique, j'ai fait pendant 2 ans, ça c'est pas mal, mais c'est assez éprouvant. En fait, on vous met dans un sac en tissu qui représente en fait l'utérus, voire le ventre de votre mère. Donc vous êtes dans un sac qui vous recouvre complètement, votre thérapeute vous couvre de coussins, 2 coussins comme ça, donc il y a à peine de quoi respirer, si vous voulez. Et puis votre thérapeute se couche sur vous, il serre, et il vous dit, par exemple, un truc qui vous énerve en ce moment. Et vous, votre rôle de patient, c'est de sortir de la matrice initiale. Et en fait, moi j'avais un petit peu des relations, pas conflictuelles, mais un peu pénibles avec Vincent Lénard, parce que j'ai écrit quand même un certain nombre de ses bouquins, etc. Et puis un jour que j'ai écrit son bouquin « L'intelligence collective en action », il me dit « Oh, bah c'est bête, l'éditeur n'a pas voulu qu'on mette ton nom dessus. » D'accord ? Non, mais je te promets, c'est lui qui voulait, parce qu'il n'était pas connu, quoi. Et donc, il a mis des remerciements. Je remercie ma secrétaire pour avoir saisi et Jérôme pour avoir fait les dessins. Et là, j'ai eu la moutarde qui me montait au nez, et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, ta secrétaire, elle n'a pas dû saisir grand-chose, parce que moi, je t'ai envoyé un texte qui est entièrement tapé. J'ai fait un peu plus que les dessins, j'ai tout construit le truc, et j'ai fait les interviews, j'ai écrit, etc. Vraiment, j'étais pas content. Hein. Et alors, mon thérapeute, qui connaît très bien Vincent Lénard, se met sur moi et me dit « Je te promets, la prochaine fois, je te mettrai sur la 4e de couverture en police de caractère 2,5. » Ouais, en fait, l'idée, c'est de réactiver un phénomène de colère pour que de colère, vous arriviez à sortir. Avec l'idée dans le pack que vous sortiez de la matrice gagnant. Parce qu'en fait, on reste sur des sensations d'inachevé, de pas réussi, et là on revient en fait au moment où vous sortez du ventre, et on revient à des réflexes de, vous savez, les bébés, on les met comme ça pour qu'ils tendent les pieds, parce qu'en fait c'est un réflexe. Et donc en fait il faut arriver à sortir, alors vous êtes là, puis il faut arriver à sortir, et quand vous avez un mec qui mesure 1m90, qui fait 100 kg, c'est un peu comme ça, alors je peux vous dire que tout remonte. Et ce qui remonte, c'est des peurs archaïques et des trucs et des colères. Alors là, on va chercher dans vraiment l'archaïque, hein, si vous voulez, on va chercher dans l'identité scénarique profonde. Et là, ça remonte. Et donc, vous sortez, après, une fois que vous êtes sorti, vous tapez avec les coussins sur votre thérapeute parce que c'est le méchant qui vous empêche de sortir. Puis après, on s'assied et on fait un travail d'intégration. Le travail d'intégration, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je trouvais ça ridicule. J'étais dedans et puis j'entendais dire 2,5. Alors, bien sûr, ça montait la police de caractère 2,5, mais je disais oui, bon, d'accord. Mais reste avec moi, il me disait, reste avec moi, tu vas être mon bâton de retraite, toi tu continueras à travailler, et moi je me tordrais au soleil. Il s'agissait de l'objet. Je lui dis, j'y crois absolument pas, ce truc, je ne trouvais pas. Et puis, au moment en fait, parce que c'était assez chaud dans le truc, moi j'étais bien au chaud comme ça. Et en fait, quand il voit que je ne réagis pas, il serre un peu plus comme un boa constrictor. Et alors là, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus respirer, là, il faut faire quelque chose. Mais je me suis rendu compte, après dans le travail d'intégration, que moi j'étais capable de supporter énormément de quelqu'un qui m'empêche de vivre, je vais prendre le strapontin, quoi. Puis au bout d'un moment, ça explose et j'ai envie de tuer tout le monde. Mais il faut aller chercher pour que ça ressorte. Donc je me suis rendu compte, dans un travail d'intégration, je n'étais pas obligé d'accepter que l'autre m'empêche de vivre pour commencer à réagir. On peut essayer de parler, etc. Mais si la parole dans votre famille, finalement, elle n'est pas du tout efficace, ça ne marche pas. Et puis un truc qui m'avait marqué, c'est que moi, je disais rien, et une fois que j'ai été sorti, un jour, j'avais super mal à la gorge, j'avais là, cet endroit-là, complètement qui me brûlait, quoi. Et je dis, je comprends pas, j'ai super mal à la gorge. Et il me dit, tu sais, au moment où tu sors du ventre de ta maman, tu n'as jamais respiré, et la première respiration, je peux te dire que là, ça brûle fort. Et il me dit, tu es en train d'éprouver
la brûlure qu'on ressent quand on sort. Et donc, je peux bien cognitivement pas y croire, mais corporellement, je peux pas dire que ça s'est pas passé, quoi. Et donc, si vous voulez, là, on va traiter des trucs qui sont totalement préverbaux. Même si c'est déclenché ici et maintenant par une situation que je trouve pas agréable. Et donc, en fait, l'avantage du pacte, c'est que ça vous fait régresser dans des états vraiment très archaïques, historiques, et archaïques émotionnels. C'est bien un travail émotionnel. Puis après, on fait un travail d'intégration. Parce que l'émotion a besoin d'être dite. Et petit à petit, eh bien, on refait, si vous voulez, un phallus, c'est-à-dire, on recrée la capacité de réussir, d'assumer, etc. Moi, j'assumais rien du tout. Je me suis marié à une femme qui assumait tout. Alors j'étais bien propre sur moi, quand je dis assumer tout, je bossais pour faire, mais j'étais pas capable dans la tête d'éduquer les enfants, de tout ça. Pour moi c'était un monde de vivre, c'était trop dangereux. Voilà. Et donc à un moment donné, pourquoi j'ai mis 24 ans pour quitter, alors qu'au bout de 2 ans je suis l'erreur de casting au niveau du mariage, 23 ans, pardon, 23 ans, il faut vraiment que j'ai eu peur. Hein. Vous êtes capable de rester dans des situations, enfin moi, de rester dans des situations extrêmement sclérosantes, au nom de valeurs, de trucs comme ça, parce que j'ai super peur de vivre, à un moment donné. Et donc, pour moi, je suis super fier. Ça fait 1 an et demi que je vis ça. Donc, quelle est la situation, le travail corporel et émotionnel? Ben là encore, vous avez la bioénergie, parce que c'est sacrément corporel. Vous avez toute la médecine chinoise, de magnétisme, etc. C'est très intéressant d'aller voir un magnétiseur. Il faut qu'il soit bon. Mais si vous voulez, on a des corps énergétiques qui dépassent notre corps énergétique, corporel, sensible dur, quoi. Et donc, vous pouvez avoir, là, on peut faire du nettoyage des auras, des trucs comme ça. Bon, là, ça peut être un peu apparemment ésotérique. Si ça vous intéresse, je peux vous passer des bouquins pour que vous compreniez que c'est très sérieux. Mais voilà, ça, c'est le travail corporel et émotionnel. Quand vous faites de la médecine chinoise, quand l'acupuncture, c'est de la médecine chinoise, ça vous réactive en fait les flux énergétiques à l'intérieur de vous, qui peuvent être très réparateurs. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Il n'y a pas de travail régressif, de conscience, de trucs comme ça. C'est qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Vous avez aussi tout le travail cognitif, l'analyse transactionnelle, programmation neurolinguistique, intervention systémique brève, la même chose que ça. C'est-à-dire que le comportement est aussi très généré par la façon dont on pense le comportement, donc par le cognitif. Donc vous pouvez faire de la thérapie là-dessus. Il y a bien sûr la thérapie qu'on pourrait qualifier d'onirique, c'est-à-dire sur les rêves. Vous avez ici l'analyse jungienne, les rêves éveillés dirigés, l'hypnose ericksonienne, etc. Alors que l'EFT, si vous voulez, est une logique de réassociation du traumatisme et de l'émotion, l'hypnose ericksonienne est diamétralement à l'opposé. C'est-à-dire on essaie de vous dissocier. On vous dissocie complètement parce que vous avez peur d'araignées, par exemple. Les araignées, c'est terrible. Donc, on vous dissocie, on intéresse votre tête à faire quelque chose et on tripatouille joliment votre inconscient pour que vous n'ayez plus peur. Et après, on vous réassocie et on constate que vous n'avez plus peur. Mais il y a un bout de cognitif aussi dedans. Comment? Il y a un bout de cognitif aussi dans les... Il y a un quoi? De cognitif. Ben, le cognitif, il sert à quoi? Dans l'hypnose, il sert à te décentrer. Ouais. Il faut que tu te dissocies. Le cognitif est entièrement utilisé en dissociation. Et la technique essentielle, c'est d'abord de te faire dire oui, 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 oui. Et donc, quand vous allez voir un hypnothérapeute, vous verrez que dans les 5 ou 6 premières minutes, vous avez trouvé de la place facilement. De toute façon, il y a la place, c'est dans son jardin, donc c'est forcément oui. Vous avez eu froid, il fait un froid polaire, donc il y aura sûrement un oui. Il vous fait dire oui, 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 pour que, paf, vous l'autorisiez à faire quelque chose que de toute façon votre cognitif dit c'est sûrement pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. En d'autres termes, l'hypnose ericksonienne est une démarche où vous jouez avec un adversaire en rêvant que c'est l'adversaire qui va gagner le match. C'est ça le truc. Et donc là, c'est vraiment une démarche dissociative, alors que l'EFT est une démarche associative. Quand vous avez des phénomènes d'abréaction très forts, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a des émotions très fortes, vaut mieux y aller en dissociatif qu'en associatif. Ça dépend des... Voilà, il y en a qui se spécialisent dans telle ou telle thérapie. Donc, voilà, c'est l'onirique, et puis vous avez le transpersonnel. Alors, le transpersonnel, c'est quand vous faites, par exemple, un travail sur le psychogénéalogie, sur... ça dépasse votre personne. Si vous lisez, par exemple, un bouquin que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle le syndrome du gisant, c'est comment, effectivement, nos prénoms sont choisis, comment on se
trimballe des trucs, c'est super, super intéressant. Soyez en bonne santé psychologique comme ça, parce que si vous êtes un peu fragile, ça secoue un peu, mais c'est parce que ça vous amène des questions. Hein. Et c'est très... Là, vous faites du transpersonnel. D'accord ? Quand vous faites du travail karmique, du travail sur les vies antérieures, un machin comme ça, vous êtes dans du transpersonnel. Ça dépasse votre personne ici maintenant. Les constellations familiales, c'est là-dedans aussi. Alors, les constellations familiales, c'est un phénomène qui est à la fois personnel et transpersonnel. C'est-à-dire, les constellations, c'est quand on fait un travail de constellation et moi je voudrais travailler, tu as tout un groupe et tu utilises les personnes en fait pour représenter des personnages de ta vie. Et les personnages de ta vie, animés par la personne, enfin par le thérapeute, va finalement les amener par un jeu de questions, de positionnement, à les faire s'exprimer sur ce qu'ils sentent, sur ce qu'ils pensent, etc. Et celui qui est le demandant regarde ça. Puis de temps en temps, la thérapeute ou le thérapeute lui dit « ça te parle ?» parce que les gens, ils disent ce qui leur vient. Et parfois, il y a des trucs très bizarres qui sortent, et on dit « oh là là, si tu savais à quel point ça me parle », personne ne comprend vraiment très bien ce qui se passe, mais donc c'est des techniques qui utilisent non pas tant le transpersonnel que l'inconscient de chacun, qui va redéfinir une espèce de théâtre dans laquelle la personne va avoir ses propres réponses, etc. C'est très intéressant. Je vous ferai faire, quand on fera dans le maître praticien, je vous ferai vivre une constellation d'organisation comme ça, hein, pour que vous découvriez comment ça marche et que vous puissiez dire oh, ça me plaît, j'ai envie d'y aller plus avant, et puis vous allez vous former plus avant, mais au moins que vous ayez eu un goûter comment on peut utiliser finalement les constellations dans l'organisation pour aider par exemple un patron à savoir dans quelle direction il faut qu'il aille en gestion personnelle, en orientation, etc. C'est super passionnant. Bon, et ça c'est... Voilà. Ok, donc voilà un petit peu le décor. Et là vous me dites, bon sang, qu'est-ce que je vais choisir pour moi? Et bien faites selon votre cœur ce que vous trouvez. De toute façon, vous pouvez prendre à peu près n'importe où. Hein. Commencez généralement par ça ou par ça, c'est déjà pas mal. Hein, parce qu'on est beaucoup, on est dans un métier cognitif, donc parler. Et puis peut-être vous allez avoir envie de faire autre chose. Moi, il m'a fallu plusieurs années avant d'aller dans l'émotionnel. Hein. Puis maintenant, je fais des trucs comme ça. Mais je continue à faire ça aussi. Un peu parce que quand même. Voilà. C'est pour ça que je dis j'ai plusieurs thérapeutes, parce qu'il y a plusieurs actes, on ne travaille pas tous la même chose. Mais à un moment donné, avoir plein de thérapeutes, c'est aussi se disperser. Donc au début, moi je dis n'ayez pas plusieurs thérapeutes, prenez-en un, ça va déjà être pas mal. Okay. Alors maintenant, choisir sa thérapie, c'est un moyen de connaissance de soi. Alors, il y a des niveaux de réalité, si vous voulez, hein, qui s'enchaînent, et vous allez voir que ici, hein, il y a d'abord l'acte thérapeutique. Or, l'acte thérapeutique s'inscrit dans un champ. Par exemple, la Gestalt, et on va toujours traiter à partir de ici et maintenant, ou l'analyse transactionnelle. Là, le vecteur de l'analyse transactionnelle, c'est essentiellement quel est le contrat, qu'on établit avec le thérapeute. La psychanalyse, ça repose sur l'association libre. En bioénergie, c'est où est-ce qu'on est tendu, etc. Ça va? Vous me dites, hein, parce que je peux courter. Ensuite, ce champ de la thérapie, il exprime en fait une conception de la thérapie, puis une conception de la guérison et de la santé. Et ça va même plus loin, c'est que ça repose sur une certaine conception de l'existence. Et puis finalement, la place de l'homme et la façon dont on considère un homme, c'est-à-dire l'anthropologie, qui elle-même repose sur une certaine conception du monde, et peut-être même sur une spiritualité, une théologie. Vous voyez que je les ai mis en pointillé ici, c'est simplement pour dire que quelque part, quand on fait de la thérapie, on va au moins jusque-là. Si vous faites de la thérapie même qui fait du transpersonnel, vous allez au-delà. Donc posez-vous la question, c'est quoi l'anthropologie du thérapeute auquel je fais appel? C'est comment il considère l'homme et comment il considère la bonne santé. C'est quoi pour lui? Ça, c'est simplement un décor pour que vous voyez les niveaux différents qui se passent. Alors, si vous voulez, on va regarder maintenant les mots-clés de la thérapie. L'approche médicale, quand vous allez voir un médecin, le mot-clé ici, c'est le symptôme dit quelque chose de la maladie. Et on considère qu'on est en bonne santé si tous les organes sont silencieux. D'accord? Donc, vous avez mal nulle part, vous allez bien. Ça, c'est la conception, je vais dire, assez classique. Pardon?
Et puis quand on a mal partout. Quand on a mal partout, quand on a mal partout, c'est qu'on est gravement malade. Ou pas. Ensuite, il y a l'approche psychanalytique. Le mot-clé, c'est l'inconscient. L'idée, c'est de développer la capacité d'accueillir les différents sens de ce qui manifeste dans les émergences, justement, des souffrances. Donc, ah bah j'ai mal là. Eh ben, qu'est-ce que ça vient dire à propos de l'inconscient, etc. Bon. Et il y a un bouquin de Michel Oudoul qui dit « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. » D'accord? Et il y en a un autre qui est « Un corps pour vivre, une âme pour me guérir. » Autrement dit, nous avons la capacité de nous auto-guérir si nous arrivons à nous comprendre mieux nous-mêmes. Là, de temps en temps, on a besoin d'une thérapeute, parce que c'est complexe. Hein. C'est complexe, c'est pas compliqué, c'est complexe. L'approche humaniste, c'est le mot-clé, c'est nous allons nous développer dans une logique de croissance. La santé, c'est un continuum, hein, et les personnes sont à des degrés de croissance différents. Voilà. L'approche systémique, c'est ce qui est important, c'est les relations. Et si vous êtes malade, c'est parce que dans la relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc celui qui est porteur du symptôme n'est pas forcément le plus malade du système, c'est le plus fragile. Et donc quand un père de famille dit « Soignez donc mon fils qui est schizophrénique, moi je pars prendre un avion parce que j'ai trop de choses à faire », le thérapeute va dire « Non, moi je ne travaille pas avec celui qui est porteur du symptôme, je travaille avec tout le système, parce que c'est le système qui est malade. » Et d'ailleurs, si vous sortez la personne malade, eh ben, elle va l'être moins. La schizophrénie est aussi un problème physiologique et chimique, donc ce n'est pas le simple fait de le sortir qui empêchera d'être schizophrène. Mais néanmoins, le contexte fait qu'on déclenche la maladie. On sort du contexte, on s'aperçoit que la personne est beaucoup moins malade. Donc on voit bien que dans l'approche systémique, il s'agit de soigner tout le système, pas simplement celui qui est porteur du symptôme. Vous avez l'approche existentielle, qui est très à la mode en ce moment, il s'agit de faire du sens. Donc, essentiellement, il s'agit d'assumer son histoire et d'assumer éventuellement sa souffrance. Parce que pour vivre bien, il faut pleinement accepter de mourir. Et vous connaissez le dicton qui dit « Dans la vie, dans l'existence, on a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une. » Comment? C'est Lao Tzu, surtout. Comment? C'est Lao Tzu, d'abord. L'auteur, c'est Lao Tzu, et ça a été repris. Lao Tzu, c'est l'auteur. Lao Tzu, c'est un philosophe ancien chinois. Et du coup, on a repris ça comme un titre de bouquin, mais c'est pas Lao Tzu qui l'a écrit. Mais en fait, et du coup, ça veut dire. Comment? C'est Confucius. C'est Confucius, c'est qu'est-ce que je disais? C'est pas Lao Tzu. De toute façon, c'est soit Confucius, soit Lao Tzu, soit Général de Gaulle, soit Napoléon. Non, c'est juste là. Et des fois, je suis des rats. Donc c'est Confucius qui a dit ça. Merci. D'accord. Et enfin, il y a l'approche spirituelle. Le mot-clé, c'est la guérison ou le salut. C'est la guérison parce que le salut. La guérison n'est là que comme un signe tangible d'un salut annoncé et incarné. C'est pas du tout pareil. Du coup, si on n'est pas guéri, il s'agit de trouver un sens à sa souffrance, sachant que dans ces cas-là, c'est pas grave si on n'est pas guéri. Là, c'est pas grave si on n'est pas guéri, c'est pas possible dans cette approche-là. Pas du tout possible. Et donc le point clé, c'est est-ce qu'on peut développer un modèle intégratif? Le modèle intégratif, là en l'occurrence par rapport à ces 6 approches, a été développé par Lénart et par Jean-Michel Fourcade, donc Vincent Lénart et Jean-Michel Fourcade, hein, avec, ils ont appelé ça le modèle intégratif pondéré, donc c'était le type, la thérapie intégrative pondérée, ils ont appelé ça le type, la type. Et donc on pondère chaque modèle en fonction du besoin, c'est plus aucun autre modèle. Aujourd'hui, la plupart des thérapeutes ont l'intention d'être intégratifs. C'est-à-dire de dire, on vous considère comme un tout, et du coup, on fait ce qui est nécessaire. C'est pour ça qu'il est de plus en plus rare que les thérapeutes aient qu'une seule technique. Et le fait de mailler les techniques fait qu'effectivement, vous avez une vision de vous-même qui est quand même beaucoup plus large. Alors, dans les... ça va? Vous venez de Jérôme, oui. Tu pourrais revenir une seconde sur la précédente pour que je la prenne en photo? Oui.
Oui, on comprend une dizaine. Et ça, je vais vous l'envoyer. Hein. Bon, d'accord. Alors, comment? C'est pour quelle raison dans le train? Alors, à un moment donné, si vous voulez, on va aller un petit peu plus loin dans la représentation de la personne. Et on dit souvent qu'il y a trois corps. Le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, hein, le cognitif. Et on compare ça très souvent à une espèce de carrosse comme ça, où la charrette ou le carrosse lui-même, ça représente le corps, le cheval, les émotions, le cocher, le mental, et le cocher, c'est le mental, et d'un maître qui est assis dans la charrette ici, qui dit voilà où on va. Et ça, c'est le soi. Hein, donc la charrette représente le corps physique, le cheval, les émotions, le cocher, le mental, et le maître, le soi supérieur. On peut parler d'âme, etc. Et l'idée, c'est que le corps, les émotions et le mental reçoivent ces informations du coach, du voyageur, là, qui est le soi, et qui ne soit pas complètement partant chacun dans une direction. Et donc, l'ensemble de tout ça, ça s'appelle l'ego, ou au moins les trois, hein, ça s'appelle l'ego, sachant que le soi doit être le maître de l'inconscient, alors que l'ego est le maître du conscient. Et tout le travail, si vous voulez, qu'on appelle d'individuation chez Jung, c'est que l'ego apprenne à se mettre au service du soi. Ça, c'est le processus d'individuation. Et les gens confondent souvent l'individuation avec l'individualisation. L'individualisation, c'est se sortir de la symbiose dont on a parlé hier, hein, où toi, ou moi c'est moi, et toi, t'es toi. Non, ou toi, tu es toi. D'accord ? C'est ça l'individualisation. Et les gens confondent individualisation avec individuation, l'individuation étant le processus jungien de ce que l'ego se met au service du soi. Or, comme le soi est difficilement accessible, il va falloir faire un travail psychospirituel pour ramener les connexions au soi, hein, qui est le maître de l'inconscient. Ça va ça? Un peu sophistiqué, mais quand on fait de la thérapie psychospirituelle, c'est ça qu'on fait. On essaye d'aller jusqu'au mental supérieur, ça s'appelait le mental supérieur, qui nous donne des informations qui appartiennent finalement à l'inconscient collectif et à l'inconscient individuel pour diriger sa vie. Mais en fait, on s'aperçoit que par nos blessures, eh ben, la connexion elle se fait plus lourde. Et du coup, se soigner, c'est pas simplement se connaître, c'est recréer une connexion entre guillemets avec le ciel ou avec le soi intérieur le plus profond pour être au service de ce qu'il nous dit. Or, très souvent, la façon dont on comprend la pensée orientale, c'est de dire il faut renoncer à l'ego. C'est l'ego qui conduit votre voiture. Hein. Et donc, moi, si vous renoncez à votre ego, je ne monte plus en voiture avec vous. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'ego est le maître du conscient. Donc, j'espère que vous êtes conscient quand vous conduisez. Donc, il ne s'agit pas de renoncer à l'ego, il s'agit de renoncer au totalitarisme de l'ego. C'est-à-dire, c'est l'ego qui dit « ça doit se passer comme ça ». Mais mon pote, t'es pas au courant de tout. Quoi. Et donc, comment est-ce qu'on peut réaligner l'ego en le mettant au service du soi? Vous voyez la démarche jungienne? C'est chouette, hein, ça. Moi je trouve ça fascinant. Moi, mon rêve, c'était d'être un thérapeute de ça. J'ai fini coach, pour trouver mieux. Et donc, voilà la nouvelle représentation. Hein. Je vous ai donné la représentation en 3. Là, je vais aller un peu plus loin pour savoir ce que c'est qu'une thérapie psychospirituelle. Vous avez un corps physique, la charrette, les émotions, et puis vous avez un mental inférieur, hein, et puis vous avez un mental supérieur. Hein. Et le mental supérieur, c'est effectivement le type qui est dans la charrette. Et vous avez un soi qui est même au-dessus et qui est en connexion directe. Donc, ça, c'est l'inconscient personnel qui est dirigé par le soi. Dans les différentes écoles de pensée, le soi, c'est l'esprit, c'est l'ange solaire, c'est la monade, c'est l'Atman, c'est etc. Vous allez trouver dans chaque culture psychospirituelle une façon de nommer ça. D'accord ? Alors, on a un inconscient collectif qui est au-dessus, c'est la conscience cosmique, c'est le Tao des Chinois, c'est l'anima mundi, etc., etc. Et c'est comme s'il y avait quelque chose
qui était au-dessus de notre inconscient personnel, et cette découverte, elle a été faite par Jung. C'est lui qui a inventé, au bout de je ne sais pas combien, je crois que c'est 14 ans d'études, etc., de recherche, pour dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, avec les archétypes, machin. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une réalité auquel vous êtes confronté sur le plan physique, émotionnel et mental, et c'est perçu par vos 5 sens. Ça, vous êtes en contact avec la réalité, voilà ce qui se passe. Réalité extérieure, réalité intérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes, comme disait ce matin, je me sens tranquille et apaisé, nous disait Malika, je suis en paix avec moi-même. Quand il y a un silence et une paix, ce qui se passe, c'est que ce truc-là, vous avez des perceptions, mais il n'y a pas de distorsion du mental qui est là. Pof, ça monte là, perception juste de la réalité, transmise au soi, et le soi analyse, décrypte, etc. Et ça vous renvoie une information, blablabla, transmission de la volonté du soi, c'est-à-dire de quelque chose qui va au-delà de la volonté de l'ego, qui reste tranquille, parce qu'il n'y a pas d'enjeu identitaire, et qui dit, si finalement le soi nous dit, ce serait bien que tu aies cette idée-là, oh, c'est formidable ça. Donc les idées se transforment petit à petit en pensées, qui nourrissent les émotions, et les pensées se transforment en désirs, qui nourrit le corps, et bingo, vous interagissez avec l'extérieur, à nouveau, dans le réel. Le circuit normal, c'est ça. Maintenant, le circuit idéal, c'est ça. Maintenant, nous allons voir le circuit que ça se passe. Comment c'est-il que ça se passe? En fait, on a toujours la même réalité, donc on est en lien avec des personnes, des événements, des situations, et on traite l'information non pas par le mental supérieur, mais par le mental inférieur, qui est codé, codifié aussi en fonction de nos blessures. Qu'est-ce qui s'apparaît? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un filtre ici très important. On a donc des perceptions qui ne sont pas complètes, qu'on appelle illusoires. On a donc des mémoires qui sont activées, et on a des systèmes de défense, comme on les a vus, en fonction des blessures qu'on a eues. Et c'est ça qui va tout décrypter. Alors qu'est-ce que ça fait? Bing! Des réactions automatiques, des comportements totalement inappropriés ou décalés, et puis des limitations, des insatisfactions, des dépendances et des sensations d'impuissance. Et on va chez le psy parce qu'on sent ça. Vous voyez? Et donc, premier truc que vous allez regarder chez le psy, c'est « Oh, rien, je suis franchement limité. Et puis je vous raconte pas à quel point je suis dépendante de la cigarette. Et puis, je suis très insatisfait. Et puis, je sais vraiment pas comment m'en sortir. » Donc c'est ça qui se passe au début. Maintenant, tous, ils font rien que de m'embêter. Le deuxième point, c'est qu'on regarde, ça c'est ce que vous éprouvez au niveau émotionnel, et bing, vous commencez à vous dire, mais dans telle situation, putain, mais je réagis toujours de la même manière. C'est un disque rayé, c'est pas possible. Et cette conscience-là me dit, il faut faire quelque chose, il faut que j'arrête de brancher systématiquement les comportements automatiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à regarder, mais qu'est-ce qui se réactive en moi? Ça s'appelle un élastique. Vous êtes à l'école, et puis vous avez un élastique accroché derrière. Et vous avez votre copain, enfin qui n'est pas vraiment votre copain, qui prend l'élastique. Et puis alors qu'il y a la maîtresse qui part, vous essayez d'écouter, et puis tire l'élastique, puis lâche. Et puis après, il fait... Ça fait mal. Vous donnez une baffe à celui qui vous tire l'élastique, puis vous réalisez que l'élastique, il est attaché dans votre dos. Ça vous tire vers le bas. C'est en fait des mémoires qui sont actives, des mémoires qui sont actives, ici, et qui sont activées dans des systèmes de défense. Et il faut dire, là je constate que je fais toujours la même chose, ça ne me va pas. Et du coup, on va regarder comment vous filtrez le truc, et finalement, petit à petit, vous dites, mais j'aimerais me reconnecter à l'être le plus essentiel de moi-même qui va me dire ce qu'il convient de faire. Vous savez, ça, à ce moment-là, moi j'ai décidé de faire ça avec les rêves, parce que les rêves, ils ne trompent pas, c'est pas le problème du voisin. C'est exactement ce que disait Isabelle ce matin, le petit chat est mort. Elle dit, ça m'interpelle quand même. Et on lui dit, mais c'est pas grave. Elle dit, non, moi ça m'interpelle, parce que c'est pas moi qui l'ai, c'est pas l'autre qui m'a poussé, c'est moi qui l'ai généré, donc ça parle de moi. Et ce qui est intéressant dans le travail des rêves, c'est que toute personne, tout objet dans le rêve est une partie de vous-même. Donc quand vous apercevez que dans vos rêves, il y a des meurtres, il y a des trucs comme ça, ce sont des parties de vous-même. Et là, il faut faire avec, quoi.
Vous dites, mais c'est pas possible, tout ça chez moi. D'accord. Et donc, ça peut être intéressant de regarder ça. Alors, finalement, je finis en émotion en bioénergie. La bioénergie dit qu'il y a le corps et le psychisme, et que l'émotion est le véhicule qu'on va utiliser pour faire réémerger les conflits inconscients. Donc, on va mettre en... Elle veut parler, Violette. Oui, oui, vas-y. Dans tout ce que tu as donné, où est-ce que tu mets le protocole qui est bien avant la conscience? Je ne mets pas du tout de protocole. Mais le protocole, c'est la souffrance qui est intégrée avant le préverbal, à la naissance, dans le corps du bébé. Nous sommes d'accord? Ça, j'en ai parlé un petit peu avant. Je dormais. Oui. J'en ai parlé un petit peu avant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a emmagasiné les souffrances qui sont préverbales et il faut aller les chercher via un protocole. Là, je ne parle pas des protocoles, je parle des grandes figures en disant si on utilise telle et telle thérapie, ça va aller chercher tel et tel aspect. C'est ça l'idée. Et du coup, en bioénergie, on dit les conflits inconscients, comment on va les faire émerger? On va mettre la personne sous stress physique. Elle va éprouver une tension et on va appuyer dessus pour que, boum, les conflits inconscients sortent. Et pour ça, vous pouvez faire un travail en piscine d'eau chaude. En piscine d'eau chaude, l'eau est très chaude, elle est à 32 degrés, donc ça ressemble vraiment au liquide amniotique. Donc vous vous détendez et on va appuyer sur les zones de tension, notamment par exemple au fond des dents, là, ça c'est, on dit ouvre, et puis on va appuyer sur les dents de sagesse, là, et tout d'un coup, vous avez une colère ou une souffrance qui est emmagasinée dans notre corps, qu'on va associer à l'émotion qui sort, et là on commence à travailler vraiment, c'est qu'on réactualise la souffrance et on va l'intégrer, on va la faire sortir, et puis on va la faire parler, etc. Alors là, je vais passer plus vite parce que sinon je prends trop de temps. Ce que je veux vous montrer, c'est la structuration des blessures. Parce que ça, le reste, c'est des protocoles. Vous lirez si ça vous intéresse, vous en parlerez. Alors, en fait, en bioénergie, on considère qu'on est complètement rigide, comme un glaçon. Et que le travail thérapeutique, c'est de faire fondre le glaçon pour que ça se libère. Alors, on s'aperçoit que le glaçon, eh bien, il est venu parce qu'il y a 5 blessures fondamentales et il y a un acronyme pour les blessures qui est TRAHI. T-R-A-H-I. T comme trahison, R comme rejet, A comme abandon, H comme humiliation et I comme injustice. Et donc les masques que nous allons développer, c'est-à-dire le masque du schizoïde, de l'oral, du masochiste, du psychopathe ou du rigide, vous voyez, c'est un peu du rail comme nom, eh bien, sont le reflet de votre blessure. Et donc, ce que dit la bioénergie, c'est que votre corps ressemble à la blessure dont vous avez le plus souffert. Et donc, la bioénergie va faire une analyse de votre corps, la façon dont il s'est développé, pour connaître où vous avez été blessé, ou quelle blessure a été la plus forte pour vous. Alors je vous ai dit, le lieu de votre blessure devient le lieu de votre grâce. C'est-à-dire, derrière toute blessure, il y a un prince particulier. Eh bien, le prince particulier, le voilà. Celui qui est schizoïde ou fuyant, c'est un type qui est génial. Il a comme des antennes, une vision exceptionnelle. Celui qui abandonne, il est sage et il a une compassion absolument formidable. S'il le travaille, parce que sinon il le suit. Le masochiste, c'est un grand amoureux. Il aime les gens, ça fait des couples super. Celui qui est psychopathe, c'est un type qui réalise dans le réel quelque chose de formidable. Et le rigide, il est d'une rigueur, vous pouvez compter sur lui. Donc, Jane Fonda, rigide. Le parrain, comment il s'appelle l'acteur? Marlon Brando, psychopathe. Vincent Lénard, psychopathe. Curnier, masochiste oral. Nicolas. etc. etc. Et donc, si vous voulez, c'est intéressant de regarder avec ça, parce que vous allez pouvoir relire votre histoire à l'aune d'un cadre de référence qui dit, en fonction de votre corps, voilà la blessure qui a été la plus puissante chez vous. Et très souvent, c'est inconscient, vous ne le savez pas. Mais quand les thérapeutes vous disent ça, putain, vache.
il a regardé Madame Irma. Là. Enfin, non, c'est pas qu'il est Madame Irma, c'est qu'il regarde votre corps. Et donc, en fait, on va s'apercevoir que la charge émotionnelle est à chaque fois différente et que le système de défense est à chaque fois différent. Donc, la charge émotionnelle du rejet, c'est j'ai peur, j'ai même très très peur, et du coup, je m'en vais de la réalité. Ça fait des gens qui sont grands et ils ont la tête dans les épaules. Ça fait ça. Alors, quand vous voyez des grands échalas, ils ont beau bouffer comme il n'est pas permis, ils sont minces, ils disent putain, rejet. C'est quand même intéressant. Et là, quand vous commencez à travailler là-dessus, je peux vous assurer que si vous croisez les éléments de diagnostic, vous voyez la personne comme si vous la passiez au rayon X. Alors, il faut beaucoup de déontologie pour faire ça, hein, parce que ça peut être extrêmement manipulatoire. L'abandon, charge émotionnelle, c'est je manque de quelque chose. Donc, je suis dépendant tout le temps de quelqu'un. Et je ne vais pas pouvoir m'en sortir tout seul. Donc, on épouse des femmes avec un phallus du feu de Dieu. Pour l'humiliation, charge émotionnelle, impuissance. Je ne peux rien faire. Je suis une victime. Soit je me rebelle, soit je me soumets. Putain. Ensuite, le réalisateur. Charge émotionnelle, le pouvoir. Le pouvoir. Défense, manipulation, séduction, performance, image. J'ai des mecs super séduisants. Le rigide, ça moi aussi, je suis pas mal rigide. Charge émotionnelle, l'insensibilité. Défense, contrôle, séduction, érotisation. Voilà. Donc, quand je me présente, moi, en temps, avec le PCN, je dis je suis de base orange, phase vécue violet, actuellement phase bleue, tendance jaune, je dis un certain nombre de choses. Maintenant, je vais me présenter avec ça. Je suis rigide, tendance, schizoïde, masochiste. Et là, on me dit, oh putain, le mec, il est vachement malade. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est des blessures qu'on a tous plus ou moins. Et que du coup, ben, vous allez vivre la vie qui va avec vos blessures et qui va avec votre travail sur vos blessures. Et comment vous les transformez? L'idée de les transformer, c'est de faire de vous tout ça. Quoi. Et dans ces cas-là, quelqu'un qui est blessé, travaillé, etc., il peut très tranquillement dire « Moi, je suis juste génial, quoi. Vous fatiguez pas, je suis juste génial. » Parce que c'est désolé. Vous voyez? Ou j'ai un don de compassion, je le sais. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Eh bien, ce que Vincent Lénard et Jean-Michel Fourgard ont inventé, c'est qu'ils ont dit finalement le caractère de la personne se traduit dans l'armure corporelle. Ça, c'est la bioénergie. D'accord? Et donc, on va regarder sur l'espace de votre corps, votre histoire. En analyse transactionnelle, on va regarder dans le temps votre comportement. Et c'est beaucoup de l'observation de votre comportement qui va nous donner des informations sur votre caractère. Et quand vous mélangez les deux, vous avez les bioscénarios, ce que Vincent Lénard a inventé. J'ai fait 2 fois une semaine de travail de bioscénario, c'est très intéressant. Parce que vous avez quelqu'un qui vous analyse votre comportement via l'analyse transactionnelle et quelqu'un qui vous analyse vos blessures via la lecture corporelle. C'est pas toujours facile, mais c'est absolument formidable. Tu en as fait de bioscénario? C'est vraiment, c'est très très bon, c'est vraiment le talent et l'excellence de Vincent Lénard qui est là. Et du coup, regardez ce qui se passe, c'est ma dernière slide. Vous avez le niveau psychologique, émotionnel, cognitif et comportemental. Quand on fait de la thérapie, on essaye d'homogénéiser tout ça. Eh bien, on va s'apercevoir que la thérapie en bioénergie travaille essentiellement sur le psychologique et l'émotionnel, pendant que l'analyse transactionnelle, c'est le cognitif et comportemental. Et il travaille moins là-dessus. Voilà, l'une et l'autre démarche ouvre une dynamique de changement, soit en libérant l'énergie, soit en comprenant le comportement. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire. Ça vous a vraiment plu ou... Ça guérit de la thérapie. Énorme. Moi, tu me fais re-questionner là.